RDS et Balco présente le petit paquet. Wow, on est en feu. Bienvenue à l'émission. François Côté en compagnie de Stéphane Lormeau dans les boîtes et de Mathieu Kushida pour le poulain. Ah ouais! Ou Mathieu McFly ou Poulain, là, à la base de la référence. Mathieu McFly, ouais, c'est ça. Il manque juste le hoverboard. Ma mère m'avait donné il y a comme 3 ans pour Noël cette espèce de veste-là. Là, puis j'étais comme, ah, merci maman, c'est très beau. Je vais mettre ça au quotidien. Puis ça traîne dans le fond de mon garde-robe depuis. Mais là, tu sais, c'était pas la première fois que je voyais Kushida en action, mais c'était peut-être la fois en fin de semaine lors de laquelle j'étais le plus attentif et le plus convaincu de son talent. Donc je me suis dit, je vais l'honorer cette semaine en ressortant cette veste-là qui sent pas nécessairement super bon, là, étant donné l'endroit où elle a été lors des dernières années, mais quand même, le show n'est pas en odorama, alors vous n'êtes pas à la maison, incommodé par ça. La première et la dernière fois où tu vas la porter, probablement. Probablement. Tu vas bien, il faut que tu regardes la New Japan. Je l'avais déjà vu dans un Wrestle Kingdom à un moment donné, je l'avais bien aimé, mais c'était comme un match à 6, donc tu sais, j'étais pas juste concentré sur lui, tu sais. C'était NXT TakeOver Vengeance Day, justement, en fin de semaine. Commençons avec là, allons là, parce que lui et Johnny Gargano, encore une fois, Johnny TakeOver n'est pas capable d'avoir de mauvais matchs dans un TakeOver. Pour moi, ils ont volé la soirée. C'était by far le meilleur match. Oui, on a eu plus de drame dans d'autres situations, mais in-ring, du début à la fin, si c'est pas 5, en tout cas, c'est beaucoup d'étoiles. Puis ça a été vraiment un excellent combat du début à la fin. Stéphane, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'était comme un peu, tu sais, Mathieu nous le démontre avec sa petite veste. C'était un peu le party de lancement pour Kushida. Ouais. Ça fait un petit bout qu'il est à NXT. On l'a vu à la télé. Pas très bon micro, évidemment. Donc, faut lui donner un petit peu de jeu là-dessus. Et là, on lui a donné une scène sur laquelle il pouvait voler la vedette, c'est-à-dire contre Johnny Gargano, qui est son égal dans le ring. C'était l'histoire racontée dans le combat. On va y aller coup pour coup. On va jouer un petit peu sur les blessures pendant la rivalité, mais essentiellement, c'était pour montrer que les deux sont sur le même palier. Et là, je pense que Kushida, il y a un avant et il y a un après, même s'il n'est pas champion après le combat. Là, les gens sont familiarisés. Ils ont enfin compris le hype qu'il y avait autour de l'ancien champion junior heavyweight du côté de New Japan. Puis moi, je suis content, parce que ça fait comme longtemps qu'il est un peu sur la glace. Si on veut, Kushida, il est là, ben, il fait pas grand-chose. Il est en équipe avec des plus gros que lui pour se faire valoir un petit peu. Parce que là, c'est comme, on a un babyface de qualité qui donne de la lutte incroyable, parce que c'est la lutte de Kushida qui parle. Un peu comme Gargano. Gargano, il y a 2, 3, 4 ans, au début, dans sa montée à NXT, c'était pas le charisme, c'était pas les angles qu'il donnait à DIY, c'était les combats dans le ring qui étaient complètement fous. Après ça, Johnny TakeOver est arrivé, puis chaque TakeOver était un combat de qualité. Et là, si Kushida suit un peu cette trace-là, c'est pas si grave que ça si le micro est pas là, parce que tu vas avoir des bons combats à chaque TakeOver. Et je suis pas d'accord avec François que c'est le meilleur combat de la soirée, mais c'était un barn burner dans le jargon, là, vraiment, pour lancer tout ça sur la bonne voie. Et un des lieux communs qu'on entend souvent dans la lutte, c'est ces deux lutteurs-là ont vraiment une belle chimie ensemble. On a envie de les revoir se battre dans un programme qui va s'étirer sur plusieurs mois. Mais on dirait que force est d'admettre que Johnny Gargano a une excellente chimie avec systématiquement tout le monde avec lequel il se bat. Évidemment, bon, l'échantillon qu'on a eu pour Kushida jusqu'à maintenant dans le cadre de NXT est un peu moins important. Donc, on peut espérer que ça va être assez semblable pour lui. Mais oui, beaucoup impressionné par Kushida, comme je le disais précédemment, mais encore une fois, Johnny Gargano continue de rester très, très haut dans mon estime. On parlait la semaine dernière donc de son heel turn qui, bon, au début, je pense qu'on était plusieurs à avoir certaines réticences par rapport à ce heel turn-là, étant donné qu'il avait tellement incarné la figure, la figure alpha du gentil là, dans le cadre de NXT pendant plusieurs années. Mais maintenant, il a trouvé tout à fait son air d'aller dans ça. Et je dois avouer que, forcément, on en a vu pas mal de matchs de lutte et souvent, on
on peut un peu deviner qu'est-ce qui va se passer, mais moi, j'étais persuadé, en fait, que Kushida, avec le match qu'il livrait, allait finir le combat avec le championnat nord-américain. Donc, sur le coup, j'ai été peut-être un petit peu déçu de voir que non. Dans la minute qui a suivi le tombé final, je me suis dit, est-ce que c'est finalement, on ne croit pas assez en lui? Mais je pense qu'au contraire, si ça peut permettre de poursuivre cette rivalité-là entre ces deux lutteurs, c'est nous qui allons à 100% être gagnants. Donc, je pense qu'il y a des très belles choses qui sont dans l'avenir de Kushida et ça va faire en sorte que lorsqu'il va finalement mettre la main sur un championnat, là, probablement le championnat nord-américain, là, je ne pense pas qu'il est nécessairement dans la catégorie qui pourrait devenir champion NXT de manière générale, mais je pense que quand il va devenir champion de l'Amérique du Nord, ça va être d'autant plus satisfaisant pour nous. Deux choses que je veux mentionner. Premièrement, Stéphane n'a jamais de sa bâtard de vie touché à la guitare qui est sur le mur en arrière. Là. Je veux juste que ça soit clair. C'est pas à moi. On voit juste ça à guitare. Puis Stéphane, c'est au fuck all d'accord de Git. Je veux que ça soit clair. Aucun. Deuxièmement, tu me pitches Under the Boss, c'était pas ça le meilleur combat de la soirée. Mais vas-y, arrange-toi d'abord. Parle-en du meilleur combat de la soirée. Moi, j'ai pas le choix d'y aller avec le Pete Dunne contre Finn Balor parce que, oui, côté voltige et tout ça, c'était pas là, mais écoute, j'aimais déjà Pete Dunne. C'est établi. Je pense en 3 ans et plus de podcasts, je l'ai dit des dizaines de fois. Mais la version vegan en forme, encore plus agressive de Pete Dunne, je fais mon énumération puis je suis un peu émoustillé. Là. C'est tellement bon ce qu'il fait dans le ring, puis c'est simple. C'est des prises de doigts, des clés de bras. Oui, exactement. Je te reconnais parce que toi aussi, t'es rendu pratiquement vegan. Oui. C'est mon nouveau régime de vie. Aussi, Pete Dunne, puis que ça l'a aidé dans sa technique. C'est les doigts, tu sais, il y a du doigté et tout ça. Donc, tu sais, c'est ce que ça prenait un peu à Finn Balor pour y redonner un peu de oomph. Parce que oui, il y a sa grosse rivalité avec Kyle O'Reilly, mais c'était tout le temps on se respecte, on donne tout ce qu'on a. Et là, t'as un vrai méchant qui perd, puis qui est en maudit, puis qui attaque le champion, puis qui va avoir son rematch probablement, ou être impliqué encore dans le portrait. Puis il donne à 26-27 ans, la chimie était parfaite. Puis ils n'ont rien fait de dangereux. Il n'y a pas eu de cascade de 15 pieds de haut. Il n'y a même pas eu de violence de « Ah, regardons ça. » Qu'est-ce qui se passe? Wow! Écoute, on a de la bonification dans notre écran. On est un peu lousse à la technique aujourd'hui, on dirait. Ouais. Quelqu'un est hâte à son heure de lunch, mais tout ça pour dire que Pete Dunne n'est pas un hot dog moutarde ketchup. C'est pas Roxane qui nous aurait fait ça. Non, vraiment. C'est ce que je vais dire. Je peux pas dire que je suis déçu, c'est bon des hot dogs, ça l'a dit, mais pour les gens à l'audio, ça fait aucun sens. Mais sachez qu'à la vidéo, il y avait un hot dog à la place de mon visage, pour une raison obscure. Et ouais, non, le combat de la soirée, c'était ça, et c'était le combat de la soirée avant l'angle. L'angle est venu mettre la cerise sur le son. Mais même quand, tu sais, le combat a terminé, puis j'étais comme, wow, OK, Takeover vient de se finir, puis sur un high, puis là, Adam Cole arrive et vient gâcher la fête de tout le monde avec... Il était temps qu'ils cash out. Ils ont misé des jetons là-dessus depuis des mois et des mois et des mois. Et là, ils les ramassent et ça va être payant. Là, on est rendu là. Ça semble être la fin de l'Undisputed Era. Hier soir, on a continué à taper là-dessus. Adam Cole est venu se mêler du combat, justement, qui impliquait Kyle O'Reilly, Roderick Strong, puis Dunne et Finn Balor. Un coup de pied au visage encore de Kyle, une souplesse sur les marches pour monter dans le ring. Là, c'est Adam Cole heel vraiment, solo. On aimait trop le Era pour qu'il puisse juste comme revirer tout le Era heel. Donc, c'est la manière de le faire. On pousse la superstar. Puis, au final, on va juste gagner dans tout ça. Ben oui. C'est nous autres les gagnants. Oui, puis tu sais, on sait
en raison de leur historique passé, que lorsqu'ils se battent l'un contre l'autre, Adam Cole et Kyle O'Reilly ont une excellente chimie. Là, je parlais de chimie justement tantôt, mais je pense que au Japon notamment, ils ont eu un match à Wrestle Kingdom il y a de cela quelques années qui était excellent. Probablement qu'à PWG aussi, ils se sont affrontés à quelques reprises. Et tu sais, j'ai pas fait le calcul, ça fait combien de temps en fait que Undisputed Era existe, mais en fait, aussitôt que Adam Cole et Kyle O'Reilly et compagnie sont arrivés, ils se sont ligués ensemble. Même Roderick Strong s'est joint plus tard à Undisputed Era, mais on n'a jamais eu l'occasion dans le cadre de NXT de voir donc O'Reilly puis Cole dans une véritable rivalité. Et je crois que ça va justement insuffler une nouvelle énergie au sommet de la carte de NXT. Je pense même pas qu'il faudrait que ça soit dans le cadre d'une rivalité pour le championnat. Bon, là, je sais que Adam Cole a rebrandi la ceinture de Finn Balor pour, un peu faire connaître ses ambitions par rapport au titre. Puis bon, ça lui donne une motivation. Peut-être qu'effectivement, moi, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'occasion de regarder l'épisode d'hier. De toute façon, j'ai juste vu des petits extraits, mais peut-être qu'il trouve que Undisputed Era l'empêche de réaccéder à ce championnat-là. Donc, c'est la façon pour lui de se repaver un chemin vers le titre qui l'obsède. Mais bon, tout ça pour dire que il n'y aurait pas besoin du championnat pour que cette rivalité-là soit intéressante. Surtout que, moi, je suis d'accord avec Stéphane, le match de la soirée, pour moi, c'était Finn Balor contre Pete Dunne. Et je veux que cette rivalité-là se poursuive encore des mois, même idéalement. Donc voilà, je suis très enthousiaste de ça. Puis ça fait du bien parce qu'on les aimait beaucoup en Undisputed Era, mais c'est vrai que depuis peut-être un an, là, depuis que la plupart des lutteurs dans l'équipe ont perdu leur championnat, j'ai un peu plus l'impression qu'on fait du surplace. Donc ça brasse les cartes et on aime ça. Mais là, en plus, je vais faire un peu du millage sur ce que Mathieu disait. Je viens de vérifier, il n'y a pas de takeover de prévu avant l'été. C'est clair qu'ils vont en faire un, mais il n'y en a pas encore au calendrier. Et, c'est ça qu'ils essayaient de faire. C'est ça qu'ils essayaient de faire. Ils voulaient cacher la guitare par un hot dog, c'est très représentatif. Mais c'est ça, c'est que WrestleMania s'en vient dans un mois et demi. Il va sûrement avoir un takeover autour de ça. Et là, Mathieu l'a dit, on n'est pas obligé d'avoir la rivalité pour le championnat entre Cole et O'Reilly. On peut faire ça durant les mercredis. Par contre, si je vous dis que dans la fin de semaine de WrestleMania, on fait un takeover et que c'est un four-way pour le championnat avec Finn Balor, Pete Dunne, Adam Cole et Kyle O'Reilly, personne ne veut pas voir ça. C'est probablement le combat de l'année. Ouais. Puis tu t'ouvres une multiplicité. Tu sais, tu peux mettre n'importe quel de ces quatre-là champions. Tu peux pousser quelqu'un. Tu peux en profiter pour faire un send-off peut-être à Adam Cole ailleurs avec SmackDown ou Raw. Je pense qu'ils vont construire vers ça. Et là, en plus, oui, c'est Cole contre O'Reilly, mais Finn Balor n'est pas content après Cole. Il n'est pas chaud non plus avec O'Reilly. T'as Pete Dunne qui gravite autour de ça. T'as les champions par équipe qui sont impliqués. T'as beaucoup de potentiel de match pour les mercredis pour te monter ça jusqu'à temps que tu arrives à ton prochain takeover. Et ça pourrait être un takeover qui est influencé par cette rivalité-là, parce que si tu fais pas le four-way, tu peux faire un match par équipe avec Logan et Burch contre soit les restants dans Undisputed Era, soit O'Reilly qui rallie Fish, qui reviendrait de blessure. Peut-être que Roderick Strong restera pas avec Adam Cole, il est un peu entre les deux. Là, ils viennent de se donner un beau terrain de jeu pour les prochaines semaines et il est à temps parce qu'ils perdent du terrain contre AEW. Et là, ils vont pas en gagner non plus parce que AEW ont des gros shows qui s'en viennent. Il y a Shaquille O'Neal qui va être là début mars. Eux autres préparent leur gros pay-per-view en mars aussi. Fait qu'NXT, s'ils veulent pas juste être loin derrière, avaient besoin de quelque chose de fort au sommet. Puis un Kushida Gargano, c'est le fun. Mais c'est pas ça qui fait que tu restes la dernière demi-heure à regarder NXT. Ça va être cet angle-là. Ça va être Pat McAfee qui va venir jaser une fois de temps en temps par-dessus ça, qui va en jaser à son podcast. Là, j'ai comme l'impression qu'on a enfin un angle de main event à NXT. On avait des bons angles, on avait des bons combats, mais il manquait là, la petite sauce pour lier tout ça. Un peu comme SmackDown, là, tout ce qui touche à Roman Reigns, c'est la dernière demi-heure de SmackDown. Mais là, à NXT, il n'y a plus aucun doute. Tout ce qui va toucher à cette rivalité-là va être la fin des émissions et tellement de permutations possibles
que là, tu as 2 mois de contenu easy. Et tout ça, c'est grâce à du booking à long terme qu'on ne fait jamais à Raw, qu'on fait très peu à SmackDown. Mais là, ça fait des mois qu'on l'installe, que Kyle O'Reilly est plus face, qu'Adam Cole il est un peu jaloux, qu'il est un peu tanné. Et là, pow! Ton heel turn est là. C'est vieux comme le monde comme façon de faire et ça marche encore. Faites-le plus souvent. C'est pas compliqué. Vous allez l'avoir entendu ici en premier. Il manquait la petite sauce. Stéphane, on peut sortir la bouffe de Stéphane, mais on peut pas sortir Stéphane dans la bouffe. Je suis un fou. Je trouve que le scénario qui vient d'être évoqué par Stéphane me fait beaucoup saliver là, du Fatal 4-Way, peut-être dans un takeover autour de WrestleMania. La seule, mettons, clé anglaise qui pourrait venir dans l'engrenage et faire dérailler le tout, c'est Karrion Kross. Hein. On sait que bon, ils sont très enthousiastes par rapport à lui. Il pourrait peut-être se dépêcher pour le ramener tout à fait au sommet de la carte dans la scène du championnat NXT. On dirait que la semaine dernière, je parlais du fait que ça pourrait faire une bonne histoire dans la mesure où bon, l'histoire de Karrion Kross et de Finn Balor se ressemblent. Ils ont tous les deux gagné le championnat principal de leur fédération, mais ils se sont blessés pendant ce match-là. Ils ont dû l'abandonner. Mais en une semaine, tout a changé. Je ne veux plus du tout rien savoir de cette histoire-là. Je veux le Fatal 4-Way. 2 finales dans la Dusty Rhodes Tag Team Classic, aussi dans le pay-per-view. C'était 4 équipes talentueuses. Il n'y avait pas vraiment de résultats qui pouvaient être décevants. Moi, quand j'ai vu Kai et Gonzalez gagner, j'étais content pour elles. J'étais déçu parce que ça voulait dire que les chances des Grizzled Young Veterans étaient plutôt basses, parce que c'est rare que tu vas faire gagner les 2 équipes de méchants. Donc, au final, je pense que Kai et Gonzalez sont des solides options, surtout que c'est pour un title shot pour les ceintures féminines de la WWE. Donc, on a vu Nia Jax et Shayna à NXT. On va continuer d'enterrer le My Hole jusque là. La WWE, après l'avoir censuré, a compris que là, ça avait fonctionné. Fait que là, ils vont nous rentrer ça profond dans la gorge, comme le hot dog tantôt. On va avoir à vivre avec ça non-stop. Puis, côté des MSK, c'est une super bonne équipe qui mérite d'avoir accès à cette plateforme-là. Quand tu parlais de Logan et Burch, qu'est-ce qui s'en vient pour eux dans un potentiel week-end de Mania? Et c'est pas mal plus MSK, je pense, qui est dans le chemin. Puis, ils ont fait leur job hier soir dans le segment, justement, des femmes, en étant dans le ring avec Beth Phoenix, en mangeant la shot, le gif d'eux autres qui mangent le popcorn. Ça va... ça va rester longtemps. Street Profits dans ça. Là. Ouais. Peut-être vous avez pas vu les Rascals. Oups. Mais moi, j'avoue, MSK, je ne les connaissais pas du tout avant ce match-là. Je n'avais pas suivi le reste de la Dusty Road Classic. Je ne les avais pas vus dans d'autres promotions auparavant. Et mon Dieu, que je n'écoutais pas Impact. Non, c'est quoi? C'est les Rascals? Non, avant, c'est les Rascals. C'est ça. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. C'est sûr que, bon, là, on commence à en avoir vu pas mal des lutteurs dont la principale carte de visite est l'agilité. Ça semble être le cas pour eux, mais beaucoup d'inventivité, plein de manœuvres que je n'avais jamais vues auparavant, beaucoup d'énergie. Bon, là, c'est ça, la question qu'on se posait ce soir-là, c'est est-ce qu'il va avoir la personnalité qui va venir avec, qui va leur permettre de rester pertinent. Selon ce que j'ai pu voir qui s'est passé à NXT cette semaine, ben oui, du moins, c'est pas un trou noir de charisme de leur côté. Là, il y a quand même quelque chose avec quoi on peut travailler. Donc, je suis très, très enthousiaste de voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle histoire de voir que c'est une équipe qui a fait son entrée dans NXT à travers ce tournoi-là. Donc, d'entrée de jeu, on pouvait peut-être douter de leur chance de vraiment l'emporter en bout de ligne, surtout que, bon, on avait l'impression que le push qui avait été réservé à Grizzled Young Veterans avait été malheureusement stoppé par le passé. Donc, c'est comme on avait l'impression que la compagnie leur devait à Grizzled Young Veterans une victoire, mais finalement, on n'est pas allé dans cette direction-là. Ça m'a surpris, puis j'ai fini ce match-là, donc très, très, très heureux. En fait, globalement, c'était une excellente soirée de lutte. Donc, on a eu
dimanche passé. Juste pendant que j'ai le micro, quelques mots sur le match féminin, le match par équipe féminin. Je l'ai trouvé quand même globalement assez bon, mais contrairement au match masculin, on dirait que ça paraissait qu'il s'était beaucoup préparé avant. On dirait qu'il était moins fluide. Je ne sais pas si c'est parce que c'était les lutteuses qui ont globalement un petit peu moins d'expérience, notamment Shotzi Blackheart. Ça fait pas super longtemps, je pense, que dans le milieu. Donc, il y avait plein de bonnes idées, mais des fois, on dirait qu'on sentait un peu l'écriture qui était en dessous du match, chose que j'ai pas trouvée du côté du match masculin. Mais malgré tout, Shotzi Blackheart, même si elle n'est pas la meilleure technicienne, je trouve que c'est très difficile de rester insensible à la passion qui sort de cette lutteuse-là. On a l'impression vraiment là, que c'est vraiment une fan qui a décidé d'y aller all-in, qu'elle n'a pas peur de rien. Elle bouge de façon un peu clunky, mais il y a comme quelque chose, tu sais, comme son amour de la lutte vraiment irradie autour d'elle. Donc, je pense que ça va être suffisant pour lui assurer une très belle carrière. Donc, je suis quand même très, très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec elle au cours des prochaines années. Stéphane, on avait aussi du côté du championnat féminin, Tony. Notre Tony était là contre Yoshirai et Mercedes Martinez. On continue. Yoshirai est la figure de proue de la division féminine à NXT. Elle a défendu, mais on est content de voir Tony quand même dans cette situation. Ouais, c'est ça. Je pense que là, la question, c'est plus de savoir qui va la détrôner. Ça fait quoi, 8 mois? Quelque chose comme ça, qu'elle est championne. Ça fait un bon bout. C'était probablement le combat le moins intéressant de la soirée. Puis c'est le combat qui a eu le moins de temps aussi. Mais l'histoire était claire. Il y avait deux méchantes, puis les deux n'ont pas réussi à battre Yoshirai. C'est correct, ça fait son travail. Puis, tu sais, Mathieu l'a dit dans la classique par équipe, on voulait mettre en vedette Shotzi Blackheart. L'intention est claire aussi que Raquel Gonzalez va être une grosse joueuse dans la division prochainement. Fait que c'était un peu une façon de bien les établir. Soyez pas surpris si Gonzalez vont aller chercher les championnats par équipe, parce qu'on s'en va nulle part, le My Hall avec Shayna Baszler et tout ça. Ça pourrait être une belle twist d'envoyer ces championnats-là à la NXT, parce que le bassin d'équipe féminine est fort à la NXT. Donc, soyez pas surpris si cette petite balle courbe-là survient genre un mercredi soir où Shayna et Nia visitent NXT puis repartent les mains vides avec une Raquel Gonzalez qui va être championne de quelque chose plus tôt que tard. Si c'est pas par équipe, ça va être de NXT. Avec ce gabarit-là, même si elle est green encore, il manque d'expérience, ça paraît. Ça paraissait dans le combat, comme Mathieu a dit. C'est souvent pour ça que tu scriptes un combat un peu plus. C'est pour cacher le manque de réflexe et le manque d'habitude dans le ring de quelqu'un. Ça, tu l'apprends à force de le faire. Mais sinon, le potentiel est tout là. Yoshirai, ben regarde, on va lui envoyer d'autres méchantes d'impact pour les prochains mois. Peut-être encore les mêmes. Moi, honnêtement, c'était une bonne soirée du début à la fin. Et je pense que le fait d'avoir une belle diversité de combats, 2 combats par équipe, 2 combats féminins, les combats masculins pour les championnats, on avait une belle parité, un beau niveau. Il n'y avait pas de moment creux. C'est un takeover classique de 5 combats avec des points forts, pas beaucoup de points faibles, et tu ressors de là avec « Hey, j'ai eu du fun à regarder de la lutte. » C'était un 2h30. Bon, je ne l'ai pas regardé dimanche soir parce que c'était la Saint-Valentin, puis je pense que ça n'aurait pas passé au conseil. Mais quand j'ai eu la chance de l'écouter d'un bout à l'autre en enregistré, c'était une très belle soirée de lutte. Pourquoi ils font pas ça les samedis d'ailleurs? Là? C'est donc même mêlant, les maudits takeovers le dimanche. Ouais, effectivement, ça aussi c'est un changement qui me dérange. Fait qu'au lieu d'écouter la lutte, dans le fond, tu l'as sérénadé à la guitare. Exactement, avec mon hot dog moutarde ketchup, c'est ce que j'ai fait de mes petits doigts. Hey, messieurs, en fin de semaine, c'est également. Il y a un autre pay-per-view en fin de semaine, c'est Elimination Chamber. Dans la cage en tant que telle, il va y avoir 2 matchs et on voit la direction de Raw et de SmackDown par ce match-là. Parce que à Raw, c'est tous des anciens champions du monde, oui, mais rien de particulièrement nouveau. Là. Bon, je suis content qu'on ait fini par ajouter Kofi, Sheamus, Randy Orton, Jeff Hardy, AJ puis Drew qui défend. Fait que bon, OK, c'est ça la scène à Raw présentement. Oui, des gars qui ont tous été champions du monde, mais
on sent pas, il n'y aura pas de grand renouveau là, tandis que de l'autre bord, tu as Jey Uso, KO, Sami, Cesaro, King Corbin, et là, Daniel Bryan qui représente pratiquement la vieille garde. Donc, moi, je suis bien plus intéressé par ce combat-là pour aller perdre contre. En plus, c'est pour aller perdre contre Roman en fin de soirée. Tu sais, ça fait juste comme souligner au marqueur comment le contenu de SmackDown présentement est des milles en avant de celui. On a l'impression. L'intérêt. Vas-y, Mathieu. Non, mais ça, on a l'impression que du côté de Raw, effectivement, on nous resserre ce qu'on a vu depuis 10 ans, depuis 15 ans. T'sais, Randy Orton, ça fait combien de temps qu'il est là? Sheamus, ça fait combien de temps qu'il est là? C'est pas... je dis pas que ces lutteurs-là sont carrément finis, mais leurs angles présentement ne sont pas suffisants pour qu'on se sente vraiment investi, alors que, comme tu l'as dit, oui, du côté de SmackDown, il y a certains lutteurs qui sont là aussi depuis longtemps. Daniel Bryan, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il est à la WWE, mais bon, c'est un témoignage de son talent, mais personne, je crois, n'a jamais été tanné de voir Daniel Bryan dans le ring. Mais sinon, on a des vraies options qui sont intéressantes pour cette victoire-là. Puis bon, avec l'angle qui est ajouté du fait que le gagnant de ce match-là va devoir affronter Roman immédiatement après, ou du moins un petit peu plus tard dans la soirée, ça rajoute des enjeux. Tu sais, le seul enjeu qu'il y avait peut-être avant dans l'Elimination Chamber de Raw. Je pense que c'était Stéphane qui avait évoqué le scénario la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passerait si peut-être Miz réussissait à gagner le championnat et il était champion en ayant aussi la mallette Money in the Bank. Ça aurait pu créer une situation nouvelle, alors que là, on enlève Miz de ce match-là. Pas nécessairement que j'étais comme... que je dormais pas la nuit parce que j'avais hâte de voir Miz potentiellement gagner le championnat. Là, c'est pas ça, mais au moins, il y avait ça. De remettre Kofi Kingston. C'est sûr que Kofi Kingston doit faire quelque chose d'intéressant dans ce match-là, surtout que, on n'avait pas eu la chance de le voir dans le Rumble récemment, puis c'est le genre de match où, habituellement, il performe assez bien. Mais j'ai l'impression qu'on essaie juste de nous raconter encore une histoire qu'on nous a raconté il y a de cela 2 ans seulement. Là, Elimination Chamber, il y a 2 ans, c'est là que Kofi Kingston a vraiment cimenté son ascension vers le championnat WWE. Donc, c'est ça, de la redite du côté de Raw, à l'image, comme François, tu le disais, de l'ensemble de l'émission, mais quelque chose de frais et de captivant du côté de SmackDown. Même s'il y a King Corbin, là, ça fait que Par rapport à Miz, je suis pas nécessairement d'accord. Je pense que ça faisait pas de sens dans le combat quand il y a la mallette et techniquement tu t'enlèves tout le suspense de ce qui va venir cacher in. Je suis aussi pour l'inclusion de Kofi, justement à cause de 2 ans. Je pense que c'était intéressant de le ramener dans cette situation-là, dans le combat, comme tu dis, qui avait mis son ascension en marche. Stéphane, c'est quoi ton regard vers tout ça? Écoute, je pense que sur papier, il y a du potentiel, mais tout va être dans l'exécution. Parce que là, la carte est mince, là, c'est vraiment juste les 2 chambers, le championnat des États-Unis et le championnat du monde après. Et, tu sais, là, mon intérêt est très bas parce que j'ai pas vraiment confiance que le résultat va être intéressant. Mais si la soirée se déroule bien et que le booking est logique, parce qu'il y a des façons de le faire logique. Tu peux construire ton Raw où, justement, de Miz en profite pour ressortir avec le championnat, ou Drew s'installe comme un vrai de vrai champion, ou Kofi surprend. Tu sais, tu peux faire une histoire le fun et en 2 mois, te revirer et avoir un combat à WrestleMania qui est intéressant. C'est que le problème, c'est que du côté de SmackDown, même si la ligne est bonne, Roman Reigns attend l'aspirant brûlé mort d'Elimination Chamber à la fin de la soirée, on se doute que peu importe qui va être mis dans cette position-là, il n'y aura pas un après. Parce que c'est Edge qui va affronter Roman Reigns à WrestleMania, c'est pas mal coulé dans le béton. Donc, tu sais, t'épluches les scénarios. Disons que c'est KO qui sort du Elimination Chamber, puis qu'on appuie encore sur le fait qu'il abandonne jamais, puis qu'il se relève tout le temps, puis qu'il est une force constante.
mais il va arriver contre Roman et encore perdre. Donc, ça va peut-être lui nuire un petit peu. Si c'est Daniel Bryan pour lui donner l'espèce de petite poussée dans le dos avec un combat de championnat du monde, mais s'il perd après ça, il peut pas juste dire « Ah ouais, mais là, j'étais fatigué, je vais me mériter un combat revanche. » Il sera pas inclus dans le plan à WrestleMania. À moins qu'il fasse un three-way ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le défaut de ça, c'est que c'est bon pour Roman Reigns, c'est bon pour son personnage, je suis le chef de la table, je décide des affaires, puis je vais vous donner un combat de championnat, mais c'est mes conditions. Ça, c'est bon pour lui, mais tu amenuises un petit peu après ça tes aspirants. C'est le problème. Donc, tu sais, les combats individuellement vont sûrement être le fun, mais j'ai un peu peur que l'existence même de ce Elimination Chamber-là n'aura pas de suite à Raw et SmackDown dès la semaine d'après, parce qu'on va s'aligner sur Fastlane et tout ça. Donc. C'est ça. Je veux exactement bouncer là-dessus. Parce que là, du côté de SmackDown, logiquement, à cause de Fastlane, logiquement, tu fais gagner KO ce soir, en fin de semaine, à Elimination Chamber. Là, Reigns le rebat rapidement encore, mais là, KO a encore un case pour pouvoir avoir un match. Tu finis cette rivalité-là à Fastlane pour après ça permettre à Roman Reigns de s'en aller vers probablement Edge à WrestleMania. Ça m'amène la question. Arn Anderson, cette semaine, en a répondu, dans quelle situation il répondait à ces questions, mais il a mentionné à quel point Fastlane en particulier, mais même Elimination Chamber sont des pay-per-view de trop, dans le sens que il devrait, selon lui, et je pense aussi selon nous, il ne devrait pas nécessairement y avoir de pay-per-view entre le Rumble et WrestleMania. Non, absolument. Et en plus, cette année aurait été la meilleure année pour le faire parce que tu es dans le Thunderdome, tu ne bouges pas. Donc, mettons que tu veux faire Elimination Chamber quand même, ben tu dis, ce vendredi à SmackDown, Elimination Chamber, t'en fais un happening à la télé. Parce que de toute façon, le network, là, les abonnements, on s'en fout, c'est Peacock qui ramasse tout ça. Il n'y a pas d'incitatif à avoir un pay-per-view le dimanche. C'est plus une vieille habitude qu'un incitatif. Donc, tu sais, on dirait que Vince McMahon est super bon pour faire de l'argent, mais il est très mauvais pour casser ses vieilles habitudes. Fait que là, on a décidé qu'on faisait des pay-per-views les dimanches, puis on en fait 12-13 par année. On recule jamais. Donc, tu sais, quand un actif est là, c'est quand même impossible de leur virer de bord. Puis Arn Anderson a raison. Ces deux pay-per-views-là, ça pourrait être dilué dans Raw et SmackDown à petite dose avec « on va mettre un combat de championnat, Raw la semaine prochaine, three-way, manquez pas ça. » Tu sais, au lieu de penser comme ça, de créer des rendez-vous à la télé, là où il y a un enjeu de droit, parce que les diffuseurs veulent payer pour ça, on continue de diriger le trafic vers la plateforme qui n'est plus payante pour l'instant, parce que le contrat est caché in. Et Peacock, honnêtement, je pense qu'ils vont s'en foutre des pay-per-views. C'était pas ça leur intérêt. Leur intérêt, c'était le million et quelques d'abonnés qui vont rajouter dans leurs 12-13 millions qu'ils avaient déjà. Ce n'est que des chiffres dans un grand chiffrier Excel. Et c'est excellent pour la WWE parce que ça leur donne la liberté de faire ce qu'ils veulent après avec le produit. Ils n'ont pas un boss qui vient leur souffler dans le dos et leur dire « Ouais, fais pas ça, ma démographie aime pas ça. » Non, ils se sont fait acheter ce qu'ils présentent et les gens qui viennent avec. Donc, rendu là, tes dimanches, à part les Big Four, n'ont plus à être la fin de tout. Et le Thunderdome était un excellent prétexte pour juste dire « Hey, on modifie le stage, on n'a même pas à voyager cette semaine. » Parce que si je décide que cette semaine, c'est Elimination Chamber, ben, bam, mon Thunderdome, il y a des grillages partout. C'est une grosse soirée à la télé. Fait que, tu sais, il manque d'opportunisme un petit peu, puis j'ai l'impression que c'est ce qui manque à la WWE. C'est tellement une grosse business qui ne veut pas perdre des acquis, qui n'ose plus changer la sauce. Fait qu'ils vont juste rajouter, mais ils n'enlèveront jamais un petit truc pour en rajouter un autre. Donc, à un moment donné, on est saturé. Moi, Chamber, je suis saturé. Fastlane, je vous l'annonce déjà, je vais m'en foutre complètement. Je veux arriver à WrestleMania. Je veux pas ces gugus-là qui servent à rien à entendre. Pour compléter la carte, c'est pour la ceinture des États-Unis, Bobby Lashley, qui est Matt Riddle, on en a déjà parlé la semaine passée. Ça reste un combat intéressant. Ouais, Lee contre Riddle, c'est un peu un Dream Indie match de v'là 5 ans. C'est juste que tu rajoutes Lashley
là-dedans, puis tu dis comme, OK, là, c'est vraiment, c'est à la sauce WWE, c'est vraiment ça. Le point d'interrogation, c'est Asuka contre Lacey Evans, qui est techniquement encore sur la carte. Mais là, l'annonce de Lacey Evans qu'elle est enceinte à Raw, c'était cette semaine? Oui, c'est cette semaine. Oui. C'est une legit, c'est une vraie... comment dire, pregnancy. Elle est réellement enceinte. Une grossesse. Une vraie grossesse, merci. C'est ça. Donc, c'est... Et pas de Ric Flair, by the way. Mais non, exactement, merci de le mentionner. Ric Flair a nouvelle comme si c'était lui qui était le père. Là. Il semblait être... Oui. Et non, elle est enceinte avec son réel conjoint. Donc, on peut s'attendre à ce que ce combat-là n'ait pas lieu. Donc, mais là, c'est encore dans les airs. On n'a pas présentement, officiellement, le combat est à la carte. Donc, est-ce que vous avez... une twist, là. On risque de juste runner une storyline pendant le pay-per-view là-dessus, puis that's it. Bon, ben, je pense qu'officiellement, dès que la grossesse est confirmée, tu peux plus avoir de licence pour lutter. Là. Je pense qu'il n'y a pas une période tampon. C'est pas comme au tennis où Serena Williams peut aller gagner un grand chelem enceinte. Là. Je pense que pour les sports de contact, on tire tout de suite sur la prise. Là. Ouais, Becky était partie très vite aussi quand elle l'avait appris. Exactement, c'est juste logique. Elle l'a annoncé, elle a laissé sa ceinture et elle est partie. Là, donc, peut-être que Becky donc, c'est ça pour Elimination Chamber. C'est ce que c'est. On verra si la semaine prochaine, on dira on pensait que c'était, mais que c'était pas ce que c'était. C'est dur à dire. On le dira peut-être pas demain. La seule balle courbe là, qu'on pourrait voir dans l'Elimination Chamber de SmackDown, c'est la deuxième fois en fait que l'expression balle courbe est utilisée aujourd'hui. on dirait que c'est prévu, mais ce n'est pas le cas. On dirait. Ça serait, comme tu disais, François, le choix logique pour le match masculin, ça serait KO en raison de l'historique avec Roman Reigns. Mais on a tendance, c'est peut-être parce qu'on pense trop au passé. Chaque fois qu'on a voulu s'attacher à lui, on a été déçus, mais Cesaro est quand même sur une belle lancée. On sait très bien que Cesaro ne battra pas Roman Reigns, mais qu'est-ce qui pourrait être un scénario un peu novateur serait que Cesaro, contre toute attente, finisse par remporter l'Elimination Chamber et il a un match quand même moins court que ça à quoi on pourrait s'attendre après, ce qui ferait en sorte qu'il pourrait avoir un match revanche à Fastlane. Ça serait du remplissage. On s'entend qu'il ne gagnera jamais, mais il faut occuper Roman Reigns d'ici WrestleMania. Puis l'histoire avec Kevin Owens semble... je pense pas qu'ils vont trouver des idées pour... réinsuffler une nouvelle énergie dans ça. Donc, ça pourrait, en tout cas, être une bonne option pour construire Cesaro et le diriger vers un match peut-être un peu plus prestigieux dans le cadre de WrestleMania. Surtout que WrestleMania va être en 2 soirs encore cette année. On va avoir besoin d'une certaine quantité de matchs pour meubler ces 2 soirs de lutte-là. Donc, c'est peut-être de la pensée magique, là, forcément, mais c'est une des raisons pourquoi je continue d'écouter de la lutte. Là. J'espère quand même qu'ils vont toujours réussir à me surprendre. Donc, je m'accroche un peu à cette idée-là. Du côté de Dynamite, hier soir, oui, Mathieu, vide d'espoir et d'eau fraîche. Du côté de Dynamite, la principale chose qui en est ressortie, c'est l'annonce d'un rematch pour Revolution entre Moxley et Omega. On s'y attendait, c'est pas nécessairement une surprise. Sauf que là, Kenny Omega a levé la barre en annonçant un exploding barbed wire deathmatch. Ok, oui. Ça, c'est du throwback. Le deathmatch est quelque chose qui n'est pas... Ouais, c'est ça. Je vais lancer Stéphane là-dessus, justement, parce que le deathmatch n'est pas quelque chose qui est extrêmement familier en Amérique du Nord, à l'extérieur de quelques petites fédérations comme la CZW puis des plus petites fédérations plus hardcore qui le faisaient. On en a vu un peu plus ces dernières années sur la scène britannique. On en a vu plus au Japon historiquement. À quoi on peut s'attendre d'un deathmatch entre ces deux gars-là, surtout de la part de Jon Moxley, qui a un passé là-dedans en plus. Là. C'est pas... ça sort pas de nulle part. Honnêtement, tu sais, c'est une autre époque, les deathmatchs. Je pense que j'aimais beaucoup plus ça quand j'avais 20 ans et que c'était encore le buzz au début des années 2000 peut-être. Mais j'aime beaucoup le clin d'œil pour les
les plus fans de lutte. Kenny Omega est un geek de lutte, OK? Que c'est évident dans son nouveau personnage. Et là, avec le nouveau partenariat avec le Japon, la New Japan, on inclut de plus en plus le passé et l'historique des lutteurs. Et là, camouflé dans le kayfabe, parce que Kenny Omega dit « Qu'est-ce que ça va te prendre pour que je me débarrasse de toi? Il va falloir que je t'achève dans le plus extrême que j'ai trouvé. » Mais tu sais, ils ont trouvé le bon prétexte dans l'histoire. Mais officiellement, c'est juste un rappel que Jon Moxley, avant d'être dans The Shield avec la WWE, était le roi des deathmatchs à la CZW. Il est complètement fou. Il n'y a aucun espèce de respect pour son corps. Et Omega, lui, a fait ses classes au Japon où il y a une longue tradition. Pourquoi on dit l'Exploding Barbed Wire Deathmatch? C'est parce qu'il y a eu une époque au Japon, un peu dans la même foulée que la ECW ici aux États-Unis, où chaque combat extrême était une surenchère de l'autre. Donc, tu avais, mettons, un Mick Foley arrivait avec un bâton de baseball dans le barbelé. Ah, OK, fine. Ben là, le combat revanche, ça va être combat de baseball dans le barbelé avec des néons. Ah, OK, cool. Là, le prochain combat d'après, ça va être combat le bâton de baseball, les néons avec des tables recouvertes de vitres. Ah, OK, ben ça, c'était pas assez. Et là, on rajoutait un ring qui explose, on rajoutait, etc. Plein de détails. Donc là, Omega arrive tout de suite, coupe toute l'espèce d'escalade et lui dit « Non, on arrive tout de suite au dernier boss du jeu, le Exploding Barbed Wire Deathmatch. » Donc, Mathieu se demande à quoi s'attendre. Attends-toi à des planches avec recouvertes de barbelés dans les quatre coins du ring. Attends-toi à des mottes de barbelés un peu partout. Et probablement que les planches, quand ils vont rentrer en contact avec, vont exploser. Tout ça, combiné au fait qu'ils vont se promener dans l'amphithéâtre, ils vont sortir des gugus dans le dessous du ring, il va y avoir des interventions, ça va être un bordel. Ça sera pas technique, mais ça va être divertissant, je t'en passe un papier. Le Lights Out de l'année passée entre les deux avait été un excellent match. Ouais. Là, si on renchérit là-dessus, qu'on essaie de doubler la mise... ça va être débile. L'affaire qu'il faut mentionner, oui, ça va être débile. C'est un style qu'il faut aimer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent et risquent d'être turnés off par ça, par exemple. Il faut le mentionner. Moi, mon historique avec les matchs vraiment hardcore, c'était plutôt ça. Là. C'était comme, bon, OK, ça, c'est mon moment de m'en aller de la soirée ou de changer de poste. Mais étant donné, compte tenu du talent, par contre, des deux lutteurs cette fois-ci, je pense que lui, je vais lui donner une chance. Puis, il ne faut pas oublier que ça reste la All Elite. Donc, ils sont déjà allés loin un peu, mais je pense pas qu'ils vont aller plus loin que Cody contre Dustin, par exemple, ou Cody a saigné abondamment, ou le Lights Out match entre Moxley et Omega. Ils ont déjà poussé cette barre-là, je pense, le plus loin qu'ils peuvent, parce qu'ils vont, comme Mathieu, ils vont perdre l'auditoire à TNT si Moxley s'ouvre le front avec un néon coupé en trois. Ils peuvent pas aller aussi loin que ça. Mais je pense que les gens sont capables de voir, par exemple, un Moxley prendre un One Wing Angel sur un panneau de barbelé qui explose. Ça sera pas gore. On va pas regarder ça entre nos doigts comme ça en se disant « Oh, il va se faire mal pour vrai, il va mourir dans le ring. » Non, il va y avoir du sang, ça va être violent, mais je pense pas que les gars vont prendre des risques. Comme à la fin des années 90, c'est ce qu'on avait peur, c'est que là, les coupures étaient tellement sévères, tellement profondes et tellement approximatives parce que c'était juste, on va empiler un paquet d'affaires une par-dessus l'autre, on tombe là-dedans, puis advienne que pourra. Ça a été la mort de ces fédérations-là. C'est que là, toutes les petites fédérations recréaient ces patentes-là. Au Québec, on n'y a pas échappé. Et là, ça créait des blessures legit. Tu sais, pour 150 personnes dans un gymnase, tu vas pas aller te trancher à la carotide avec un néon. Là. C'est comme... Ouais, mais cette ligne-là a été franchie. C'est ça. Donc, la ligne a été franchie. Tant mieux, on ne le fait plus, mais je pense qu'il y a une façon de le faire sans aller jusqu'à cette ligne-là. Et j'ai assez confiance que Omega et Moxley ne veulent pas risquer leur famille, leur carrière, à aller trop loin. Mais je pense qu'ils sont capables d'aller juste sur la ligne de l'inconfort pour qu'on s'en souvienne, que ce soit mémorable et que ce soit quand même tout un spectacle. C'est ça, il faut que Moxley pense à René. Là, quand il faisait ça, là, jadis, là, il avait pas, sa femme n'était pas enceinte. Là, la game a changé. Donc, pense à toi, John. Pas ça sur Twitter. C'est ça. D'autres choses qui sont passées intéressantes aussi à Dynamite. Bon, on continue. Là, on a eu plus de détails sur l'histoire du fameux contrat là, entre Matt Hardy
Et Hangman Page, là, finalement, ils vont avoir de C'est le l'argent en jeu dans leur match au pay-per-view. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, c'est que le Dark Order est venu aider Hangman Page quand il était dans le trouble. Donc, tu sais, on continue subtilement de continuer cette histoire-là on the side. Puis, avec le Dark Order qui est fait, j'espère qu'un jour, il va officiellement joindre les rangs. Ça serait cute. Bien d'accord. Autre chose du pay-per-view, de Dynamite, pardon. Sting qui prend un power. Brandy vont avoir une fille. Sting qui a pris un bum à 61 ans. Tully Blanchard va être dans le ring apparemment la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Tully, c'est non. Il a 63 ans, le Tully Blanchard. Come on. On fait pas ça. Ouais. Ray Phoenix est complètement fou. Le main event de Dynamite vaut le détour. Ouais, c'était cool. Et dans cette foulée-là, on dirait qu'ils veulent installer un espèce de clin d'œil à Money in the Bank, parce que là, on va installer le combat d'échelle au pay-per-view pour avoir le title shot au championnat TNT. Donc là, c'est Cody, Pentagon, et il m'en manque un là, qui a été confirmé. Il va en avoir 6 au total. OK, Scorpio Sky. Donc, il en reste 3 annoncés. Combat d'échelle à 6. Le gagnant se mérite une chance au championnat TNT. C'est pas mal le Money in the Bank avec un autre nom. Et si c'est ça ton pay-per-view à date, c'est Omega Moxley. C'est ce combat d'échelle-là. C'est probablement les Young Bucks contre, j'imagine, les Good Brothers ou une autre équipe aspirante, dépendamment de comment ils vont orienter tout ça. Ça commence à être du solide. Là. Puis il reste encore plusieurs combats. La fin du tournoi féminin pour affronter la championne. Ça aussi, c'est de la bonne lutte. Ouais. C'est vrai, c'est le Inner Circle à Revolution. Je pensais pas je m'attendais pas à ce que tu finisses sec de même, je n'étais pas prêt à embarquer. Face of Revolution, qui va s'appeler le match d'échelle, justement, au pay-per-view. Effectivement, Cody, Pentagon, Scorpio Sky sont confirmés, il va en avoir 3 autres. Excellent match, on ne l'a pas mentionné parce qu'au final, les Young Bucks sont défendus, ça reste le statu quo. Excellent match quand même avec Pride and Powerful, qui sont toujours... C'est 2 excellentes équipes. Un peu déçu que ça finisse sur un roll-up parce que j'aime bien PNP. Mais puis encore là, excellente promo avant où MJF essaye encore de jouer sa carte là, contre Sami. Puis Jericho qui dit non, ta gueule, on le sait ce que tu as fait, on sait ce que tu essayes de faire depuis des semaines. Tu as réussi, bravo, mais là, ferme ta boîte avec ça. Puis Sami, t'es un quitter, puis t'es mort parce que t'es parti, you're dead to me. Fait que tu sais, ce que Jericho trouve toujours le moyen de gérer les histoires de manière intelligente. Ça, c'est une manière intelligente comme leader de gérer cette... Pas intelligente, mais je veux dire logique de gérer cette histoire-là. Il faudrait juste, maintenant que ta femme fasse des choses plus logiques et intelligentes. C'est ce qu'on avait à dire là-dessus. Mathieu, tu aimes côté 1? Oui, je suis allé du côté de l'Italie avec Vittorio De Sica, réalisateur de Umberto D, le néo-réalisme italien. C'est genre courant qui... Bon, selon ce que je me souviens de mon cégep en cinéma, là, c'était un courant important, le néo-réalisme italien, mais je pense que j'avais jamais vraiment vu de film associé à ça. Donc là, je me suis dit... regarde, 1h27, Umberto D. Allons-y. C'est film assez simple. Là. On est pas mal dans le pathos. Là. Un vieux monsieur qui n'est pas capable de payer son loyer, qui menace de se faire mettre dehors par sa proprio. Puis il y a un chien. Puis là, il perd son chien mané. Puis là, on espère que... Oui, bon, merci pour le hot dog. J'espérais avoir ce traitement-là qui me soit réservé aussi. Mais donc, c'est toujours winner dans un film quand il y a comme une histoire émouvante entre un personnage et son chien. Donc, rien de très novateur. Rien de très novateur, mais c'était quand même... c'était pas pour autant 1h30 pénible. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai l'impression que je vais l'oublier quand même assez vite. Donc voilà pour la semaine. Umberto D. Qu'est-ce qui te touche au cinéma, toi? Ah, moi, c'est les histoires de monsieur puis de leur fille. Moi, c'est ça qui vient... C'est ça qui vient me chercher. Moi, je suis plus Turner et Hooch que Umberto. Regardons ça, qu'est-ce qu'il y a là? Le chien qui meurt, tu sais. Mettons qu'il y avait eu un chien qui mourrait dans ce livre-là, ça aurait été excellent, mais là, c'est la principale faille de l'histoire. C'est pour ça que Turner et Hooch, c'était un classique.
le chien meurt. C'est ça. Ouais, pas de chien non plus dans des explosions. En tout cas, je pense que j'ai trouvé le filon de mon prochain livre. L'histoire d'un chien qui meurt. Des chiens qui meurent? Ouais. On a pas mal fait le tour, je pense, messieurs. Quand comme il y a l'explosion de la ville, puis là, ils sont dans le tunnel, là, puis là, on dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec le chien? Puis là, le chien réussit à sauter à la dernière seconde avant la boule de feu pour se protéger derrière une porte. Là, je suis comme, oh, ce film-là est réussi parce qu'ils ont trouvé le chien. On s'en sac des gens, le chien a survécu. Exact. Il n'y a rien de plus à rajouter là-dessus. En fait, moi, ça me fait rire, ça me fait penser à Chernobyl quand ça a passé en ondes l'année passée. Puis, avant que moi, je l'avais pas écouté live. Puis, à un moment donné, il y a un épisode, qui est le 3e, je pense, où ça a vraiment fortement réagi sur Twitter. Là. Le monde était comme... wow, ça, c'était un choc. C'était presque outré, tu sais. Puis, c'est l'épisode où ils vont abattre les animaux, les chiens qui traînent dans la ville parce qu'ils sont porteurs de radiation. C'est ça qui a choqué les gens au travers d'une histoire où on parle de des milliers d'êtres humains qui en sont morts et qui ont souffert de radiation. Des fois, c'est l'absence de perspective par rapport à tout ça qui me fait capoter. Là. C'est triste d'avoir à tuer des chiens, mais en tout cas, je ne veux pas me mettre dans la merde en lançant là-dedans. C'est ça. Il y a des bébés qui sont morts aussi à Tchernobyl, mais c'est pas les chiens. C'est ça, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour essayer de stopper cette... En tout cas, ça m'a fait rire, ton histoire d'or. J'aime ça, les chiens. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Tout le monde, un autre épisode du paquet de terminé. Merci à Carl et ses hot dogs, I guess. Va dîner, Carl. Je pense que t'as faim. C'est ça, je pense qu'il y a faim. Le professionnalisme n'est pas donné à tout le monde, c'est pas grave, on fait avec. Ouais, c'est pas Carl, son nom. Pas Carl. Tu m'as dit. Pas Alex? C'est Alex. Ah, c'est pire. C'est pire. Ça. Oh, c'est un coup de rockstar. Désolé, Alex, j'avais compris Carl au début. Fait que, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode. Fait que, bye bye. Adios. Ah, le feu.